Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette 50e émission de MLS Africa Plus. Excusez-moi, chers auditeurs, d'avoir tardé à délivrer cette 50e émission. Je travaillais sur plusieurs choses en même temps. J'essayais d'obtenir des invités de grande classe avec des sujets dont on parle très peu dans le monde du foot, mais parfois ça prend du temps avant de négocier ou d'obtenir des invitations, surtout avec des gens de haut niveau. Cela dit, vous avez pu me découvrir dans une toute nouvelle émission qui s'appelle Les Renards du Soccer, qui est un autre projet sur lequel j'ai été convié à travailler. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que je vous présente notre premier invité, parce qu'aujourd'hui, on va faire le bilan de la saison de l'Impact de Montréal, comme on le fait à chaque année. Et on a comme invité aujourd'hui bien des personnes qui ne sont jamais venues à l'émission. On met un peu de sang neuf. Et le premier, eh bien, c'est mon partenaire de l'émission Les Renards du Soccer, qui est également connu pour son site web MLS en folie. Et ça ne veut pas dire que la MLS est à l'asile, bien sûr. On parle évidemment de celui qui, au sein de la famille du Cannes Football Club, anime également le podcast Un Phocéen à Montréal. Un jour, il espérera être un vrai Céen, je l'espère. Il s'agit de Adi Raphaël. Adi, bienvenue pour la première fois à l'émission. Ça va aujourd'hui? Marseille a gagné, hein? Ben, écoute, merci beaucoup de toute cette belle présentation, Mathieu. Écoute, ça me fait grandement plaisir d'être invité à ce podcast pour la première fois. Et puis, j'espère qu'on va faire un aussi bon boulot que lors de nos épisodes des Renards du Soccer. Ah, moi, j'en suis persuadé. Mais on a également un autre invité pour venir compléter le bilan. On a avec nous le chroniqueur sur le site dans les coulisses, pardon. Donc, le journaliste qui couvre l'Impact de Montréal pour le site danslescoulisses.com et dans la famille du CanFC, c'est l'animateur du podcast Le Match en main. Malheureusement, il n'y en avait pas vraiment cette saison pour l'Impact. C'était plutôt le contraire. C'est DC United qui avait les matchs en main, si on peut dire. Mais c'est un grand plaisir qu'on l'accueille avec nous pour la première fois. Et ça d'autant plus que le Couscous Piri-Piri l'a souvent taquiné, a parlé de l'invité. Ça s'est jamais fait. Bon, on a décidé de prendre les devants. On a donc avec nous Julien Tardif. Julien, bienvenue pour la première fois à l'émission. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis vraiment très heureux de participer pour une première fois à MLS Africa Plus, que j'écoute déjà depuis longtemps. Puis j'en profite là, pendant que vous êtes là, les deux, pour vous dire que je suis vraiment excité par votre nouveau projet, là, les deux renards de l'Impact. Là. Je suis sûr que ça va aller loin. Puis c'est déjà très intéressant. Vos deux premiers épisodes, j'ai adoré. Ben merci beaucoup pour l'appréciation. Je sais qu'on a eu l'occasion de se croiser et de débattre en studio au temps où le Cannes Football Club diffusait sur le site choc.ca. Donc, on a eu l'occasion de s'apprécier un peu. Fait que, merci beaucoup pour l'appréciation. C'est d'autant plus chaleureux venant de ta part. Merci. Ouais, merci beaucoup, Julien. C'est vraiment apprécié. Un plaisir, les gars. Cela dit, on peut pas dire autant, je suppose, sur le plan positif de l'Impact de Montréal qui a encore une fois échoué à faire les séries cette saison en MLS. Mais avant qu'on rentre dans les détails de la saison de l'Impact, j'aimerais qu'on commence d'abord par un aspect plus général. Et j'aimerais savoir, dans vos mots, comment vous résumeriez cette saison 2018 de l'Impact de Montréal. On va commencer avec toi, Adi. Dans tes mots, comment tu résumerais cette saison 2018? Ben, pour moi, je trouve que, je l'ai dit plusieurs fois, je trouve que c'est quand même encourageant de voir que Rémi Garde a pu enfin prendre le temps de mettre un certain système en place, une certaine structure en place, même si c'est pas encore parfait. On voit les balbutiements d'un début de projet sous Rémi Garde, et je trouve que c'est quand même encourageant. J'espère que, beaucoup disent que c'est un mal pour un bien, le fait de ne pas avoir fait les séries. Ça va nous permettre de remarquer comme quoi il y a encore des manquements au sein de la gestion d'un club de soccer comme l'Impact de Montréal. Moi, je pense que ça n'aurait pas fait de mal d'avoir fait les séries. Après, je reste sur ma faim. Par contre, je suis encouragé, je suis excité, j'ai hâte au début de l'année prochaine. Puis toi, Julien, quel terme tu décrirais cette saison 2018 de l'Impact de Montréal? Ben, c'est une belle question, puis c'est drôle parce que j'hésite un peu entre deux termes. Je pense que celui qui ressort le plus pour moi, c'est l'apprentissage, autant pour peut-être les joueurs, l'effectif qui a vraiment eu à apprendre un nouveau système de jeu, une nouvelle façon de concevoir le foot à Montréal sous Rémi Garde, mais autant pour Rémi Garde et son staff qui ont, on l'a vu, là, ça a été difficile au début de vraiment apprendre les rudiments de la Ligue, de comprendre, puis j'ai notamment trouvé ça intéressant quand Rémi Garde a noté en conférence de presse que
il avait l'impression que la MLS n'a peut-être pas encore un style qui lui est propre. C'est-à-dire qu'une semaine, tu vas affronter une équipe qui est plus physique, qui est plus rapide, alors qu'une autre semaine, ça va être une équipe qui est plus lente avec le ballon. Donc, tu sais, il faisait le parallèle en disant qu'une semaine, tu as l'impression d'être en Italie, l'autre semaine en France. Donc, je pense que ça a été plus d'apprentissage que prévu pour Rémi Garde et tout son staff. L'autre terme avec lequel j'hésitais, c'est peut-être la transition. On a parlé beaucoup là, que cette saison 2018-là en serait une de transition. On l'espère tous, mais pour que ça en soit une, il va falloir que l'année 2019 soit bien meilleure. Donc, on espère que c'est une transition, mais il reste beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse vraiment apposer ce terme-là sur la saison. C'est intéressant quand tous les deux vous parlez effectivement du travail qui reste à faire. C'est un gros chantier que représente l'Impact de Montréal. Moi, de mon côté, j'avais d'ailleurs évoqué souvent le fait que cette équipe-là partait avec d'abord un effectif qui, l'an dernier, était très mince au plan des titulaires. On en avait probablement que 5 sur 11 qui pouvaient être des titulaires réguliers qu'on pouvait confirmer comme tels. Et finalement, on en a perdu 2, soit Patrice Bernier qui a pris sa retraite et ensuite Blerim Djemaili qui est retourné en Italie pour des raisons familiales. Donc, pratiquement tout était à reconstruire au moment où Rémi Garde est arrivé et il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, donc le temps d'adaptation était difficile. Et comme le chantier était imposant, c'était beaucoup demandé que de tout construire ou de tout faire et que tout soit à point pendant cette saison. Ce qui fait que il y a encore plusieurs aspects à travailler. On va d'ailleurs les évoquer en détail au fur et à mesure de l'émission. Mais toujours est-il que globalement, c'est ça que j'ai vu. Puis même en début de saison, j'avais dit qu'il fallait pas tant focusser sur les séries. C'est ce qui rejoint un peu ce qu'a dit tantôt. Je voulais qu'on oublie cet aspect-là parce que ça aurait peut-être été trop demandé. Et pourtant, ils ont quand même lutté pour être dans les séries, même si ça a demandé pour Rémi Garde beaucoup d'ajustements et d'apprentissage, ce que Julien a évoqué tantôt. Donc, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais avant d'en arriver à ces points de détail-là, il faut rappeler que l'Impact a fait son propre bilan. Ils l'ont même fait en 3 parties, si on peut dire. Il y a d'abord eu la rencontre avec les journalistes, avec le propriétaire Joey Saputo, qui en a profité pour revenir sur les aspects économiques du club. Ensuite, ce fut les joueurs au moment où la saison s'est terminée. Et finalement, Rémi Garde, qui était tout fin seul avec les journalistes pour évoquer son propre bilan. Est-ce que vous avez des aspects de ces 3 portions-là là, que vous avez retenues et qui pourraient être importants selon vous là, en vue de la saison 2019? Toi, Julien, par exemple, c'est quoi que tu retiens de ces 3 bilans? C'est une excellente question. Mais évidemment, le bilan de Joey Saputo est très important en ce sens que c'est vraiment de lui que tout le reste découle. C'est-à-dire, si Joey est prêt à investir plus d'argent, après, Rémi Garde aura plus de possibilités pour créer un effectif qui va être meilleur. Donc, je pense que le bilan de Joey Saputo était très important en ce sens-là. On en ressort un peu mitigé de ce bilan-là. Là. On a encore un peu toujours cette espèce de volonté-là là, chez l'Impact de parfois... Puis, je fais attention aux mots que je choisis, mais de se positionner un peu en victime, c'est-à-dire on fait pas assez d'argent, on est en déficit, puis de responsabiliser les détenteurs de billets de saison. Bon, ça, c'est un autre sujet là, auquel on pourra peut-être revenir. Sinon, moi, je pense que le bilan de Rémi Garde était vraiment très intéressant parce que je l'ai trouvé très honnête dans ses réponses. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à se remettre en question. Même, on a beaucoup fait cas là, de sa relation avec Jackson qui était peut-être difficile. Puis j'ai vraiment, moi, noté que Rémi Garde souvent là, disait que, bon, j'ai peut-être pas fait les choses parfaitement, peut-être que je referais les choses différemment. Donc, je trouve que c'est sain pour Rémi Garde d'avoir cette capacité-là de se remettre en question, de prendre du recul face aux décisions qu'il a prises, les résultats que ça a amené. Je pense que ça peut juste jeter des bonnes bases pour la saison prochaine où il y a peut-être certaines choses qu'il referait différemment. Ou en tout cas, il est conscient qu'il n'est pas parfait, il n'y a pas la science infuse, qu'il peut s'améliorer pour l'an prochain. Je pense que ça, c'est juste positif pour l'équipe. Puis toi, Adi, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 bilans ou des aspects qui t'ont, selon toi, le plus frappé ou sur lesquels tu voudrais qu'on jette un éclairage? Écoute, j'aime beaucoup ce que Julien a dit et puis je suis d'accord avec 100% des choses qu'il a dit. Par contre, j'aimerais ajouter quelques petites choses. Par exemple, pour ce que Saputo a dit, finalement, c'est la réalité du marché. Il est obligé de mentionner que, en fait, financièrement, ça va pas bien. Bon, on n'aime pas écouter ça en tant que partisan, mais je trouve que c'est important qu'ils disent les choses comme elles sont. Bon, il sait qu'il doit investir pour avoir du succès. Il a même dit, je suis prêt à perdre 1 ou 2 millions l'année. Sauf que quand je perds plus de 10 millions, ça commence à devenir problématique. Donc, à ce moment-là, est-ce que les tâches sont bien réparties? Est-ce que l'argent est bien dépensé? C'est là qu'il va devoir revoir cette structure-là.
Et je pense que les étapes ont commencé à se faire. On voit là qu'il y a une différente mise en place qui commence à être faite avec le départ de Adam Braz, le départ de Maxence Flashez, avec certains joueurs qui ne reviendront pas, qui ont quand même assez beaucoup d'impact sur la masse salariale avec Mancosu, ainsi de suite. Donc, je pense que il commence à se faire. Je pense que c'est sûr que les partisans, ils n'aiment pas entendre qu'on a besoin d'argent, surtout quand ils payent. Et en plus, ils viennent de subir une grosse augmentation pour la plupart. Moi, j'en fais partie. J'ai reçu une augmentation de plus de 150%. Mais ils payent, puis ils veulent pas se faire dire tu payes pas assez. Déjà qu'on vient d'avoir une augmentation. Donc, c'est quand même bizarre. Peut-être que Saputo aurait dû trouver d'autres mots pour faire comprendre que j'aime beaucoup ce que les partisans font et ainsi de suite. Sauf qu'on a besoin de trouver une autre façon de faire des revenus ou bien d'ajuster notre masse salariale. Peut-être qu'il aurait dû faire en sorte de l'expliquer autrement que blâmer un peu les supporters. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai beaucoup aimé le fait que l'Impact a laissé les joueurs s'exprimer. On ne le voit pas très souvent, quelque chose de déjà fait comme ça, où c'est une chance pour tous les médias d'aller parler à tous les joueurs disponibles, ce qui se fait pas beaucoup dans le monde du soccer. D'habitude, c'est plus les médias qui vont aller contacter les joueurs eux-mêmes. Là, ils ont donné disponibilité aux médias d'aller parler aux joueurs. J'ai aimé cette façon de communiquer-là. On a toujours parlé qu'il y avait des gros problèmes de communication à l'Impact. J'ai aimé cette ouverture d'esprit-là. Après, certaines déclarations m'ont vraiment déplu, dont celle d'Anthony Jackson-Hamel, qui a un peu, selon moi, joué sa diva. T'as pas été bon, assume-le. Pas la peine de te plaindre, oui, j'ai pas eu ma chance. Ben, écoute, t'as eu ta chance, tu l'as pas prise. Ça, c'est mon avis. Après, je suis pas en train de dire, j'ai toujours bien aimé Anthony Jackson-Hamel. Je pense qu'il est temps pour lui d'aller voir ailleurs. En tout cas, c'était intéressant, c'était assez sympathique d'écouter ça. Et après, Rémi Garde, je l'ai mentionné lors du dernier épisode des Renards du Soccer. J'adore comment il s'exprime. En tout cas, j'ai toujours aimé comment il s'exprimait, même quand il était en Ligue 1. Je trouve qu'il est assez honnête. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui est aussi direct et honnête que ça. Il va pas par quatre chemins. Il va venir, il va dire exactement les choses comme elles sont. Il est pas content de quelqu'un, il va le dire. Il est content de quelqu'un, il va le dire. J'aime ça. Il a même répondu franchement aux questions des médias, ce qui pourrait un peu le mettre dans de beaux draps, le fait qu'il ait dit oui, il manque une équipe réserve. On le sait tous qu'il manque une équipe réserve. Le fait que l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal le dise, ça porte toute une autre dimension et ça met encore un peu plus de pression sur Joey Saputo, qui en a déjà assez avec cette question. J'aime le fait que Rémi Garde n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il n'a pas peur de dire « Ah, je veux garder ma job, donc je vais me fermer la gueule ». Non, il va dire les choses comme elles sont. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il a même donné les noms des joueurs à qui il a dit qui ne reviendrait pas dans l'effectif, en parlant de Michael Salazar, lui Bélangoyette. Fisher, on savait déjà qu'il était parti. En tout cas, c'est intéressant de voir cette approche-là. Quelqu'un qui n'a pas peur. En bon jargon français, on dit quelqu'un qui a des couilles. Donc, j'aime ça. Je suis content de ce bilan-là. Maintenant, c'est très beau de faire des bilans. Montrez-moi ce que vous allez faire. J'aimerais voir la suite. Ouais, justement, dans ta réponse, Adi, tu as un peu évoqué ce qui s'en vient pour la suite de l'émission, à croire que tu as lu dans mes pensées. Mais bon, on va y aller. On va y aller une étape à la fois. D'abord, dans ta réponse, Adi, tu as parlé du départ d'Adam Braz, qui était directeur technique au sein de l'Impact de Montréal. Et ça, c'est un poste très important lorsque vient le temps, justement, de bâtir un club, de bâtir une équipe. On le sait que ce poste-là est vital, non seulement pour la philosophie du club, la culture du club, mais aussi pour passer de la théorie à la pratique. Néanmoins, le rôle de Braz, lorsqu'il était là, a toujours été un peu nébuleux, à l'image du plan sportif de l'Impact, on pourrait dire. Et ma prochaine question, ce serait de savoir qui va remplacer Adam Braz ou qu'est-ce que l'Impact va faire pour le remplacer de façon à ce que, justement, au plan de ce que le club cherche à bâtir, on puisse faire vraiment là, d'autres pas en avant. Toi, Adi, qu'est-ce que tu envisages pour la suite maintenant que Adam Braz, du moins à partir du mois de décembre, ne sera plus en poste au sein de la direction technique?
On a déjà parlé aussi lors de notre émission de l'épisode 2 des Renards du Soccer, et je change pas mon point de vue. Un directeur sportif, selon moi, et on le voit dans tous les grands clubs européens ou dans les grands clubs au monde, pas juste européens, c'est une personne qui a des contacts, qui a un carnet d'adresses. C'est quelqu'un qui est capable de dénicher des joueurs et de contacter les bonnes personnes afin de dénicher les joueurs. Ça, c'est la première chose et le point numéro un d'un directeur sportif. C'est à ça qu'il sert. Il sert à venir et à contacter les joueurs. À l'Impact de Montréal, c'était un peu différent avec De Santis qui contactait les joueurs, puis Adam Braz qui était là avec le côté technique MLS, un peu plus administratif, un peu plus. Donc, le poste de directeur technique n'était pas très justifié, selon moi, pour Adam Braz. Je pense que ça doit être quelqu'un qui est capable de faire ce que Braz fait. Donc oui, connaître la MLS, et, je suis complètement d'accord, mais surtout qui doit avoir un carnet d'adresses. On a déjà sur le marché des directeurs sportifs autonomes, on a déjà Ali Curtis qui a déjà été au Red Bulls, qui selon moi serait une très bonne acquisition. Après, on pourrait aussi amener quelqu'un de l'étranger. Je trouve pas que c'est mauvais tant qu'il a quelqu'un pour l'aider à parler, à comprendre la MLS. Ça doit être un mix des deux. Soit une personne avec un assistant qui serait plus sur les règles de la MLS, soit une personne qui est 100% MLS, mais qui doit avoir un carnet de contact à l'étranger aussi, et non pas juste en MLS. Il doit y avoir toute une palette à couvrir pour un directeur sportif. C'est quand même un des postes les plus importants si c'est pas le poste le plus important avec le poste d'entraîneur-chef. Toi, Julien, comment tu envisages le portrait du prochain directeur technique de l'Impact, si tant est que Joey Saputo va en embaucher un à la place d'Adam Braz, bien sûr? Exactement, parce que je pense que c'est là tout le cœur de la question. On parlait tantôt là, de l'espèce de cri du cœur de Joey Saputo qui a de la misère un peu avec les finances du club. Mais j'ai l'impression qu'avec l'investissement qu'on a fait d'une part sur Nacho Piatti, mais surtout sur l'embauche de Rémi Garde et de tout le staff qui l'entoure, j'ai l'impression que peut-être le poste qu'occupait Adam Braz est peut-être voué à être sacrifié dans cette optique-là. Puis je m'explique parce que idéalement, je suis 100% d'accord avec ce que Di a dit, c'est-à-dire j'aimerais moi aussi qu'on soit capable de recruter un directeur sportif qui, serait non seulement sur la même longueur d'onde que Rémi Garde, mais aurait un carnet d'adresses intéressant autant nord-américain qu'européen. Je pense que ce rôle-là de carnet d'adresses, on veut peut-être le conserver pour un gars comme Rémi Garde, qui, on le sait, a une large expérience en Europe et a assurément un carnet qui est très étoffé. Puis j'ai l'impression que en fait, ce que j'aimerais peut-être, c'est que si on choisit d'élargir le rôle de Rémi Garde, puis de lui donner un peu du rôle qu'avait Adam Braz, en laissant, par exemple, les questions de MLS, de contrat, des spécificités MLS à quelqu'un qui est déjà à l'interne à l'Impact qui s'en occupe, ultimement, cet argent-là qui est sauvé ou cette position-là, si on pouvait l'utiliser pour des recruteurs, notamment ce que Joey Saputo avait mentionné, là, des recruteurs qui travailleraient pour Bologne et pour l'Impact. Mais je pense que ce serait peut-être même mieux utilisé encore que si on allait chercher quelqu'un qui fait exactement ce que faisait Adam Braz. Après, on voit à travers la MLS que des équipes comme Atlanta ou Toronto avec Bocanegra, Bezbatchenko ont vraiment été capables d'aller chercher des gars qui ont une plus-value. Si on est capable d'avoir un nom comme ça, je signe tout de suite puis je le prends à Montréal. Si on va chercher quelqu'un seulement pour remplir le poste, je préférais que cet argent-là soit utilisé ailleurs, quitte à ce que Rémi Garde ait, comme je disais, là, des pouvoirs un peu plus étoffés avec l'absence d'Adam Braz. Je rajouterais à vos réponses que si on embauche un nouveau directeur technique ou directeur sportif à la place d'Adam Braz, ou peu importe là, ce que Joey Saputo veut faire, j'aimerais un peu plus de cohérence et un plan plus clair, évidemment en adéquation avec ce que Rémi Garde propose déjà sur le terrain, de façon à ce que le recrutement soit justement beaucoup plus maximisé et qu'on trouve, comme Julien a dit, des plus-values. Et ça évidemment, ça comporte, comme Adi en a parlé, un bon carnet d'adresses et qui couvre large, que ce soit au sein de la MLS ou à l'international. Néanmoins, Julien a parlé de la cellule de recrutement et c'est là-dessus que va aller ma prochaine question. Lors de son bilan, Joey Saputo a révélé aux journalistes qu'il allait faire confiance aux recruteurs de Bologne, qui est son autre équipe, de façon à pouvoir améliorer cet aspect-là du recrutement pour pouvoir couvrir plus large et non pas juste compter sur Nick DeSantis à l'international.
Moi, je voulais savoir si c'est une bonne idée de faire confiance à des recruteurs de Bologne plutôt que d'embaucher des recruteurs qui travailleraient pour l'Impact et qui couvriraient probablement plus large, puisque on le voit, il y a des équipes en MLS qui, dans leur cellule de recrutement, ont des gens qui se consacrent à la MLS même. Et ils ont même des dépisteurs qui vont voir les autres équipes MLS, qui voient ce que les joueurs font, ce qu'ils ont à offrir. Alors, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Joey Saputo de faire confiance à des recruteurs de Bologne pour monter cette cellule tant demandée par beaucoup de personnes? Julien, c'est quoi ton opinion sur cette question-là? C'est une très bonne question, Mathieu, parce que je pense que l'idéal, évidemment, serait d'avoir des recruteurs à temps plein qui sont strictement pour l'Impact de Montréal. Le problème, c'est qu'on part d'une situation où il n'y a absolument aucun recruteur actuellement pour l'Impact de Montréal. Donc, je pense que ce que Joey Saputo propose, c'est un premier pas où les ressources qui sont utilisées dans le recrutement pour Bologne seraient à part égale utilisées pour l'Impact de Montréal. Donc, je pense que c'est quand même un bon premier pas. On peut y voir du positif. C'est sûr qu'il faudrait que les affectations de ces recruteurs-là soient très claires. C'est-à-dire, je pense que si Bologne a une volonté d'acheter des joueurs assez jeunes, de les former, peut-être même de les intégrer à leur centre de formation, j'aimerais que ces joueurs-là qui sont peut-être trop jeunes ou trop frais pour intégrer une équipe de Serie A. J'aimerais qu'ils soient prêtés à Montréal pour 2-3 ans avec une volonté de vraiment les laisser s'intégrer au projet de l'Impact et qu'éventuellement, peut-être ensuite, ils fassent le saut en Europe ou qu'ils restent en MLS selon leur profil, selon les besoins de l'équipe en Serie A. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est pas idéal d'avoir des recruteurs qui ont deux chapeaux. C'est sûr qu'il faudrait que leur mandat soit très clair, c'est-à-dire il faut pas que l'Impact soit le plan B. Il faut qu'ils travaillent à part égale pour Bologne et pour l'Impact. Sinon, l'Impact va toujours se retrouver avec des Mancuso, par exemple, qui font pas le travail ou qui sont juste pas assez bons pour la Serie A, parce qu'on sait que la MLS veut pas, là, elle est en ascension, donc on peut plus juste avoir des joueurs de seconde zone, sinon ils vont venir ici puis ils vont se casser les dents. Donc, est-ce que j'aimerais que l'Impact ait une cellule de recrutement qui soit strictement pour elle? Évidemment. Je pense pas que ça va arriver demain matin. Je pense que si des recruteurs peuvent travailler en étroite collaboration, notamment avec Bologne, mais aussi avec Rémi Garde et Nick DeSantis, parce qu'il y a quelque chose qui était très important dans ce que tu disais, Mathieu, tantôt, c'est la cohérence. Des fois, on sent que l'Impact, il y a un manque de cohérence entre les différents paliers. Si Rémi Garde et Nick DeSantis peuvent d'eux-mêmes fournir des besoins clairs à ces recruteurs-là, que ces recruteurs-là peuvent s'occuper de 50% de leur temps de remplir ces demandes-là. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui va être beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement. Donc, je pense que c'est une belle idée. C'est pas l'idéal, mais c'est un bon premier pas. Et toi, Adi, qu'est-ce que tu en penses de cette cellule de recrutement qui vient de Bologne? En fait, je suis 100%, plus 300% d'accord avec ce que Julien a dit. Je peux pas être plus d'accord avec ce qu'il a dit. On passe de 0 recruteur à 7 recruteurs qui seront à 50% avec nous. Je pense que là, on fait pas un seul pas, mais on en fait un gros pas. On passe de rien à quelque chose quand même, une cellule de recrutement qui est déjà en place avec 7 recruteurs. Oui, ok, c'est pas l'idéal parce que ces recruteurs-là vont devoir un peu diviser ses tâches entre ce que l'entraîneur de Bologne veut et entre ce que Rémi Garde veut, effectivement. Par contre, un recruteur, il va avoir des matchs. Qu'est-ce qui fait que, juste pour expliquer aux auditeurs, c'est quoi le travail d'un recruteur? Il va aller voir des matchs. On va lui dire, bon, j'ai cru comprendre, j'ai besoin d'un joueur. Par exemple, Rémi Garde va lui dire, j'ai besoin d'un joueur, un 10. J'ai besoin d'un numéro 10 qui soit technique, qui est capable de mettre le ballon au fond, qui est capable de créer le jeu, d'être le maître du jeu. Parfait. Donc, il va commencer à chercher ses contacts, à voir où est-ce qu'il y aurait un numéro 10 qui est intéressant. En même temps, l'entraîneur de Bologne va lui dire, hey, moi, j'ai besoin d'un défenseur central. Donc, à ce moment-là, il va venir et il va aller voir un match où d'après ses contacts, où il a entendu dire qu'il y a un bon 10, où il a entendu dire qu'il y a un défenseur central. Une fois qu'il est là-bas, il regarde le match. S'il est en train d'essayer de, on va dire, scouter en bon anglicisme, s'il est en train de voir et d'évaluer un joueur pour le poste de numéro 10, puis que finalement, il a un défenseur central qui sort du lot durant ce match-là, il va pas s'en priver pour prendre des notes et pour aller en parler à l'entraîneur de Bologne. Donc, c'est très beau de dire oui, c'est quand même difficile, mais d'un autre côté, ça peut être quand même intéressant parce que on peut, de ce côté-là, ces recruteurs-là peuvent dénicher des pépites que
dont on n'a pas trop entendu parler, des joueurs qui n'ont pas encore explosé, qui explosent sur ce fameux match-là, où ils sont capables d'aller le voir une deuxième fois, une troisième fois, puis le contacter pour Montréal. En tout cas, je trouve que ça ouvre quand même des possibilités qui n'étaient pas là pour l'Impact de Montréal. C'est sûr que il va falloir, par contre, que le message se rende bien entre Rémi Garde et l'Europe. On s'entend qu'il y a quand même un gros océan entre les deux. J'aimerais pas que les souhaits de Rémi Garde viennent en second. Donc, je pense pas que ce sera le cas. Donc, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Après, oui, je suis partisan. Oui, j'ai envie que le club ait une cellule de recrutement de 10 recruteurs à lui-même. J'ai envie que le club dépense comme Atlanta à 20 et 30 millions, des joueurs à 20 et 30 millions. Mais il faut savoir être réaliste, prendre du recul, regarder ça avec une gestion un peu plus business où Joey Saputo doit faire avec ces restrictions financières, ce qui est normal. Il n'est pas là pour venir jeter de l'argent. Il a beaucoup investi, Joey Saputo, et on l'oublie. Je sais que beaucoup de monde disent « Ouais, mais on en parle tout le temps, c'est fini, maintenant il doit passer un cap. » Oui, mais n'empêche, mettez-vous à sa place, c'est un gars qui perd à peu près 10 millions par année. Je suis pas en train de dire qu'il est pardonnable pour tout. Non, sauf que il faut savoir prendre du recul et trouver quelque chose et une manière un peu plus business de gérer son affaire. Et je trouve que c'est un bon pas, comme l'a dit Julien. C'est une façon comme une autre d'amener une équipe des gens en place directement sans avoir des coûts très importants. Très intéressant, en tout cas, cet aspect-là, ce que vous avez dit, messieurs. Et d'ailleurs, je retiens surtout une chose qui va m'amener vers la suite. Ce sont les profils de joueurs que l'Impact a besoin pour l'an prochain. Parce qu'il a souvent été question de jeu, de la philosophie de Rémi Garde, notamment. On se rappelle que lorsque Joey Saputo avait remplacé Mauro Biello par Rémi Garde, il avait parlé du fait que, selon lui, l'Impact n'avait pas de philosophie de jeu. Ce en quoi je n'étais pas d'accord avec lui. L'Impact a souvent joué un style de contre-attaque uniquement, et c'est comme ça que l'équipe a réussi à avoir du succès, du moins à court terme, et c'est dans son ADN. Ça a encore paru cette année en partie, même je dirais en grande partie, parce que Rémi Garde, lorsqu'il a tenté de faire autre chose, il a vu un peu les limites de l'effectif qu'il avait en place. Évidemment, il a dû faire avec les erreurs de recrutement des années antérieures, hein, puisque Julien avait parlé de Mancuso notamment tantôt, mais bon, on va pas en faire une dissertation. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Néanmoins, j'ai noté cette année que Rémi Garde a quand même réussi à faire accepter à ses joueurs d'avoir moins de déchets dans leur jeu lorsqu'on avait le ballon et de tenter de faire quelque chose avec au moins. Prends par exemple le match contre les Red Bulls de New York où on a 2 buts sur phase arrêtée et 1 but sur attaque placée et on gagne 3-0. Ce qui est quand même quelque chose face à l'équipe qui a battu le record du Toronto FC en termes de victoires et de points dans une saison en MLS. Sauf que il faut pouvoir faire durer ça dans le temps et Julien parlait tantôt du fait que Rémi Garde avait évoqué que l'identité de la MLS elle n'était pas tout à fait claire. Il y a quand même des récurrences qu'on peut souligner. C'est que essentiellement la MLS elle est d'abord une ligue beaucoup plus axée sur l'attaque et la prise de risque. Je dis globalement, c'est pas le cas de toutes les équipes, mais c'est la possession, c'est le fait de s'installer dans le camp de l'adversaire qui est une ligne récurrente. D'ailleurs, les équipes qui gagnent les titres MLS depuis au moins 2010, ce sont des équipes qui sont au moins capables d'avoir un jeu posé ou qui ont les éléments pour pouvoir le faire. Ils ne comptent pas juste sur la contre-attaque. La contre-attaque est un plan B. Ici à Montréal, on avait la contre-attaque, mais le plan B, après, on avait quoi? C'était plus compliqué. Avec Rémi Garde, on semble vouloir changer un peu ça, mais il manque clairement des profils pour pouvoir la mettre en place. On a souvent parlé justement de l'absence d'un attaquant de pointe, le recrutement de Jimmy Briand qui a malheureusement fait patate, comme on dit en bon québécois. Mais il n'y a pas juste ce profil-là qui manque en attaque. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Il manque aussi d'autres choses. C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Quel genre de profil, quel genre de joueur vous voudriez voir à l'Impact, si tant est que l'Impact, comme Rémi Garde l'a dit, aspire à mieux tenir le ballon et à avoir un peu plus la possession du ballon. Ce qui ferait des différences, surtout lors des matchs à l'étranger où l'Impact n'a pas eu un grand succès. Moi, c'est là-dessus que je veux vous entendre. Adi, toi, quel genre de profil pour aider à faire de l'Impact une équipe qui tiendrait un peu plus le ballon et qui s'installerait un peu plus dans le camp de l'adversaire, tu verrais dans l'effectif pour l'année prochaine? Ben écoute, il y a beaucoup d'inconnus encore pour pouvoir dégager à 100% ce que je voudrais. Bon, un attaquant, il en va de soi, j'ai même pas besoin d'en parler. En tout cas, on va pas en parler parce que tu l'as déjà dit, on le sait tous, c'est comme une évidence. Par contre, pour le reste, pour le milieu, moi je pense que
ma décision à moi et moi, moi je verrai plus tard dépendrait beaucoup de l'avenir de Michael Azira. Je trouve que Michael Azira est capable, c'est un numéro 6, il a joué en tant que numéro 8 toute la saison depuis qu'il est avec l'Impact de Montréal. Enfin, la moitié de la saison, il était avec l'Impact de Montréal. C'est par contre un numéro 6. Et si lui, il parvient à le re-signer, à ce moment-là, je pense que l'Impact de Montréal aura besoin de 2 milieux de terrain. Un milieu de terrain qui jouerait plus en 8, donc un joueur un peu comme Safir Taider, qui est un peu plus technique, selon moi, que Safir Taider, qui a joué un peu à l'extérieur de son rôle d'habitude. D'habitude, il est plus défensif. Mais la job qu'il a faite, qui est quand même très bonne, si on pouvait avoir quelqu'un pour qui c'est sa job et c'est vraiment son pain et son beurre depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a commencé sa carrière de joueur, et je pense que ce serait quelqu'un d'important. Puis un 10, pourquoi? Pour amener cette attaque, ce côté technique, pour savoir un peu aspirer la défense, faire en sorte que tout notre bloc arrive à monter en attaque. Donc, un numéro 10, un numéro 8, c'est deux joueurs qui sont 100% une urgence pour l'Impact de Montréal au cas où Michael Azira re-signe avec l'Impact de Montréal. Si Michael Azira ne re-signe pas avec l'Impact de Montréal, il nous fera un deuxième 6 parce que Samuel Piette est bien notre Iron Man, mais Samuel Piette ne pourra pas faire une deuxième saison avec 34 matchs plus les séries au cas où on se qualifie aux séries. 34 matchs plus le championnat canadien, donc on s'entend 36, minimum 36 matchs en plus des finales du championnat canadien, surtout qu'on ne sait pas si le championnat canadien va être encore plus long avec les équipes de la CanPL qui arrivent, plus les séries de la MLS. Donc, il nous faut une doublure à Samuel Piette. Donc, Michael Azira, pour moi, serait cette doublure-là s'il re-signe avec l'Impact de Montréal. Sinon, c'est 3 milieux de terrain pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer une nouvelle identité de jeu qui serait un peu plus basée sur la possession. Je pense que c'est ces trois-là, en plus de l'évidence générale qui est d'un attaquant de pointe. Et toi, de ton côté, Julien, quel type de profil tu aimerais voir avec l'Impact? Si toi aussi, évidemment, tu souhaites une équipe qui soit un peu plus offensive ou un peu plus dans la construction du jeu. Oui, c'est très intéressant ce qu'a dit avant ça. D'ailleurs, je vais rebondir un peu sur Samuel Piette. Je suis d'accord, je pense que l'Impact a besoin d'un deuxième 6. Puis d'autant plus, je pense que cette volonté-là de l'Impact excusez-moi, dont Mathieu nous parlait et dont Rémi Garde a clairement fait mention dans sa conférence de presse, d'avoir un jeu plus positif basé sur une possession de balle. Je pense qu'il va falloir que Samuel Piette, justement, soit capable de jouer un peu plus vers l'avant l'an prochain. On l'adore, Samuel Piette. Je trouve que c'est un guerrier. Il représente parfaitement l'Impact de Montréal. Mais il va falloir que lui soit capable de passer au prochain niveau aussi, puis d'avoir tendance peut-être à briser des lignes avec ses passes, un peu à la manière de Patrice Bernier, comme il faisait pendant si longtemps avant. Donc peut-être que d'avoir un deuxième 6 derrière lui, une doublure, pourrait lui mettre une certaine pression là, à avoir un peu plus de positif dans son jeu pour augmenter la possession. Sinon, je suis assez d'accord avec Adi. Ça fait longtemps qu'on en parle à Montréal. Là, on a besoin d'un 10 créateur. On a besoin de quelqu'un surtout là, qui pourrait se positionner entre Piatti et Silva, puis permettre à ces joueurs-là d'être en mesure d'aller trouver les espaces, de briser les lignes encore une fois, puis de bénéficier aussi de gars comme Lovitz et Sagna, latéraux qui aiment se porter en offensive, qui aiment monter vers l'attaque, qui aiment élargir la défense. Je pense que l'Impact on a toujours eu besoin de ce joueur-là, mais c'était d'autant plus criant cette saison avec la volonté de Rémi Garde de conserver le ballon. J'ai aimé d'ailleurs de Rémi Garde que il est arrivé avec cette idée-là en début de saison de vouloir conserver le ballon. Il a vu qu'il n'y avait pas nécessairement les éléments pour. Il s'est révélé assez pragmatique, surtout à l'étranger. Il a accepté de jouer une contre-attaque. Il n'hésitera pas à le refaire s'il y a encore ces problèmes-là en 2019, mais évidemment, on sent vraiment qu'il veut changer ça. Pour moi, ça passe vers un 10 créateur. Si on n'est pas capable d'aller chercher ce joueur-là qu'on attend depuis tellement longtemps, je pense qu'un autre 8 à la manière un peu de Safir Taider, qui aime avoir le ballon, qui veut avoir le ballon, qui n'hésite pas à jouer avec ses coéquipiers, à faire des petites passes, à créer des triangles, je pense que ça ferait le plus grand bien à l'Impact. Je pense que l'Impact doit apprendre à jouer avec un 6 et 2-8 ou un 8 et un 10 devant, mais qui ont une plus grande liberté offensivement.
Puis tout ça, bon, comme Adib disait, ça passe nécessairement par un neuf qui est capable de jouer en avant. Donc, selon moi, un neuf, là, oui, qui va faire des courses en profondeur, mais surtout qui est capable de faire reculer une défense, de peser sur la défense, comme Quincy Amarikwa a bien fait à certains moments. Là, on l'a vu gagner beaucoup de ballons, être capable d'attendre le bloc, mais bon, il y avait une grosse difficulté à finir pour Amarikwa. Donc, il nous faudrait vraiment ce neuf-là là, qui va peser sur la défense, qui va permettre à Piatti et Silva de remonter avec le ballon, mais surtout qui va être capable de marquer des buts. Donc, évidemment, cet attaquant-là, je pense qu'il nous faut aussi une doublure à Piet pour pousser Piet là, à avoir un peu plus de positif dans son jeu. Et le fameux milieu créateur, on voit en série des gars comme Federico Higuaín, Diego Valeri, ce qu'ils sont capables de faire. Si Montréal était capable d'aller chercher un joueur avec ce profil-là, je pense que finalement, on aurait cette équipe-là offensive, positive, qu'on attend depuis déjà 5-6 ans. Ben justement, comme vous avez tous les deux évoqué l'importance d'un meneur de jeu, depuis 2010, les équipes championnes de la MLS en avaient tous au moins un dans leur formation. Ça semble être donc un rouage essentiel. Et ce, peu importe qu'il joue en 8, comme Federico Higuaín, qui a d'ailleurs joué en 10 puis qui est devenu un peu plus un 8 avec le temps, tandis que d'autres équipes, évidemment, ben, ils ont des 10 et qui sont capables aussi de marquer des buts. Hein. On pense à Diego Valeri, qui est un joueur assez complet. C'est un exemple donc de profil très intéressant. On pourrait même rajouter un autre argument qui viendrait valider la présence d'un joueur comme ça, c'est que ça ferait un joueur de plus offensif dans l'axe, puisque ça amènerait donc d'autres alternatives, d'autres options. Et plus l'impact a de l'alternative, plus à ce moment-là, la contre-attaque devient à ce moment-là plus un plan B et peut plus surprendre l'adversaire. Advenant le cas que tu affrontes un adversaire probablement mieux nanti dans la possession, comme Atlanta par exemple, là, on peut sortir cet exemple-là. Mais il y a des équipes dans la MLS où je pense qu'on pourrait un jour arriver à rivaliser d'égal à égal. C'est pas nécessairement juste une question d'argent, puisqu'il y a des équipes qui jouent ce style-là sans dépenser des fortunes. Tout dépend de comment tu le fais et comment tu animes le jeu. Puis il y a peut-être une dernière position que moi je verrais qui aiderait peut-être dans l'animation, qu'on n'a pas vu cette année. C'est plus au niveau des latéraux, des défenseurs latéraux. On a vu cette saison que ça a été très difficile dans l'animation du jeu, l'apport offensif des latéraux. Dans certains matchs, ça pouvait aller, mais on a vite vu offensivement leurs limites. Défensivement, ils ont été solides, surtout Bakary Sagna, lorsqu'il est arrivé, il a solidifié le côté droit parce que défensivement, avec Petrasso et Duval, c'était assez compliqué. Bon, Sagna a amené un peu de stabilité à ce poste-là, mais il va falloir probablement penser à un substitut, puisque Sagna, je ne pense pas qu'il va jouer tous les matchs, on va avoir besoin d'un substitut. Et j'aimerais ça, sur le côté gauche, voir un profil peut-être un peu plus offensif que Lovitz, parce qu'il y a une statistique, moi, qui ressort, qui m'agace toujours, année après année, c'est la qualité des centres. Oui, je sais, Oyongo faisait pas des bons centres, mais quand on voit ce qu'il fait à Montpellier cette saison, il amène quand même un volume de jeu au plan offensif. Mais là, c'est quand même le temps là, de voir un peu plus loin. Quelqu'un là, au poste de latéral qui amène quelque chose offensivement et que les centres soient de meilleure qualité. Et justement, la présence d'un milieu dans l'axe, ça fait un peu plus de monde dans la surface qui vont être là pour les cueillir. Parce que quand je parle de centre, je ne parle pas juste des centres aériens, je parle aussi des centres au sol. Parce que là aussi, l'impact pêche au niveau des statistiques sur ce plan-là. C'est quelque chose qu'il faut améliorer, puis on ne sait pas à quel point c'est très, très important. Et peut-être un dernier point, qui rejoint un peu ce que Adi a dit tantôt. Pour moi, un milieu de terrain offensif, ça va faire que le volume de jeu de Taider va avoir un peu plus d'espace pour s'exprimer encore. Et il va peut-être exploiter ce que j'ai vu de lui à Bologne ou même en sélection nationale algérienne, c'est son tir en dehors de la surface. Il devient une option supplémentaire et il va peut-être moins marcher sur les pieds d'un Piatti lorsqu'il se décale à gauche. Bref, tous ces éléments-là donc valident, selon moi, la présence d'un meneur de jeu, même s'il joue plus reculé. Mais à ce moment-là, ça prend quelqu'un qui soit un métronome, qui soit capable, comme Patrice Bernier justement, qui a des qualités techniques et qui sent le jeu puis qui a une vision du jeu. Pour moi, c'est essentiel si l'Impact veut faire un pas en avant. Toutefois, bon, on parle de profil, on parle de complémentarité, on parle d'effectifs, mais il y a une chose dont on a parlé aussi depuis l'an dernier, c'est la profondeur du club. Tantôt, au début de l'émission, je disais que l'Impact avait du mal à construire un 11 titulaire. Ils s'en sont rapprochés cette saison. Là, pour 2019, il va falloir penser un peu à la profondeur. Mais on n'est pas obligé de dépenser des fortunes pour trouver de la qualité. C'est là-dessus que, selon moi, le recrutement à l'intérieur de la MLS devient probablement important. Mais il va falloir peut-être penser aussi à commencer à intégrer des jeunes ou à faire confiance à certains. Du moins, on va voir ce que Rémi Garde, comment il va évaluer ces jeunes joueurs-là au camp d'entraînement. On a beaucoup parlé cette saison du fait que Rémi Garde faisait pas beaucoup de changements, qu'il manquait d'alternatives sur le banc.
Et moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quel genre d'alternative ou quelle serait votre approche pour avoir un meilleur banc avec l'Impact de Montréal, en sachant évidemment que ces joueurs-là auront un rôle à jouer, mais qui vont le comprendre, qui ne seront pas forcément des titulaires à tous les matchs, peut-être une fois de temps en temps, mais qu'ils ont assez de qualité là, pour que, mettons, l'écart avec les titulaires amène une compétition. Comment vous envisagez d'amener un peu plus de profondeur au sein de l'Impact de Montréal? Ça serait quoi un peu votre approche ou comment vous envisagez ce que Rémi Garde et la direction comptent faire? Je vais commencer avec Julien. À mon avis, je pense que réussir à avoir un meilleur banc, ça passe surtout par deux choses. On a vu que à la toute fin là, de la date limite du deuxième mercato, si on peut l'appeler comme ça, l'Impact est allé chercher Quincy Amarikwa, Michael Azira, qui ont fini par devenir des joueurs du 11 partant de Rémi Garde. Je pense que ces deux joueurs qui, s'ils étaient de retour en 2019, seraient exactement le type de profondeur qui peut sortir du banc, qui peut être utile en différentes situations. Puis on parle surtout de deux gars qui, au Colorado puis à San Jose, deux équipes qui sont dans les bas-fonds de la MLS, étaient même là devenus complètement inutilisés. Puis ils ont réussi à faire une différence avec l'Impact, une équipe qui se qualifie en série. Je pense qui a failli se qualifier en série. Je pense qu'à travers la MLS, il y a plusieurs joueurs comme ça qui, pour X raisons, parce que leur entraîneur pratique un style différent, il y a plusieurs joueurs qui peuvent être utiles, qui ne coûtent pas tant cher, qui, selon ce que Rémi Garde cherche ou veut, pourrait lui être utile. Donc, je pense qu'il y a vraiment un bon travail de recrutement à les faire à l'intérieur même de la MLS. C'est des gars qui, bien souvent, vont déjà avoir une green card, donc ne compteront pas comme internationaux, connaissent la ligue, vont pouvoir s'adapter plus facilement à l'environnement. Donc, je pense qu'il y a vraiment certains petits joueurs à aller chercher à droite, à gauche, là, qui peuvent vraiment être utiles. Je pense que le deuxième axe, c'est vraiment les jeunes. On l'a vu là, dans le dernier match en Nouvelle-Angleterre, le seul changement finalement fait par Rémi Garde, c'est l'entrée de Mathieu Choignard. Je pense que ça en dit beaucoup là, avec des gars comme Vargas, Mancosu, Jackson qui n'étaient visiblement plus du tout dans les plans du coach. Je pense que Rémi Garde a cette volonté-là de faire jouer les jeunes quand ceux-ci démontrent qu'ils sont capables, qu'ils peuvent amener quelque chose. Je pense que Mathieu Choignard, puis les deux nouveaux là, dont Rémi Garde a fait mention, Clément Bahia et Daniel Kinumbe, qui sont actuellement avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans et qui jouent beaucoup. Je pense que ces trois jeunes-là, idéalement, auraient un rôle un peu plus grand en 2019. Ce seraient justement ces joueurs-là qui peuvent apporter une nouvelle dimension, notamment Kinumbe Bahia, là, parce que je te rejoins un peu, Mathieu, sur ce que tu nous parlais des latéraux. Si l'Impact vise à avoir plus de possession du ballon, ça va passer par des latéraux plus offensifs, en tout cas plus efficaces offensivement. J'ai hâte de voir si Kinumbe Bahia pourrait être ces joueurs-là. Donc, je pense que faire plus confiance aux jeunes, dès le début de la saison aussi, s'assurer d'avoir une certaine cohérence dans la façon dont on les utilise, dont on leur donne peut-être des départs en championnat canadien ou dans les cas où l'Impact joue plusieurs matchs en une semaine. Donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là où, sans dépenser beaucoup, l'Impact peut, avec les jeunes et des joueurs peut-être oubliés en MLS, avoir un banc beaucoup plus efficace qu'en 2018. Puis toi, Adi, quelle est ta vision au niveau de la profondeur de banc de l'Impact de Montréal? Comment tu vois ça? J'appuie exactement ce que Julien a dit. Je vais essayer le plus possible de ne pas répéter ce qu'il a dit parce que c'est exactement ma pensée. Que ce soit Michael Azira ou Quincy Amarikwa, c'est des joueurs de banc qui pourraient aider. Donc, j'ai déjà parlé d'Azira qui pourrait être le remplaçant idéal de Piet une fois qu'il a besoin de souffler. Amarikwa serait le remplaçant du futur numéro 9. Et aussi, les jeunes, j'aimerais mentionner les trois noms que Julien a mentionnés qui sont... c'est drôle parce que Rémi Garde, durant le bilan, il a dit que Bahia, Kinumbe et Mathieu Choignard feront partie du groupe professionnel l'année prochaine. Ils seront avec lui dans le camp d'entraînement et ils seront intégrés à l'équipe. Il l'a dit durant le bilan, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est déjà, on vient de parler de 5 joueurs qui pourraient ajouter ce banc, qui pourraient ajouter de la profondeur à ce banc-là. En comptant aussi Krem Kroliki qui, il a très mal commencé l'année, mais sauf que vers le milieu de l'année, avant qu'Azira revienne, il commençait à faire de très bons matchs, même que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui un peu le descendaient ont commencé à dire finalement, je me suis trompé, il commence à faire le travail. C'est pas encore ça, il est encore jeune, sauf que c'est des joueurs qui peuvent commencer à ramener cette profondeur de banc-là. On n'oublie pas Thomas Meyer-Giguer qui a fait une très bonne saison à Ottawa où il partait pas en tant que titulaire et qui a fini la saison en tant que titulaire qui a été extraordinaire avec le Fury d'Ottawa. Donc ça, c'est aussi un défenseur central qui pourrait ajouter. C'est une des raisons pourquoi l'Impact de Montréal a, je pense, libéré Fisher parce qu'il voit que Thomas Meyer-Giguer est là
pour combler ce trou-là. Après, c'est sûr que tout va dépendre de ce que l'Impact est capable de ramener sur le marché en termes de titulaire. Pour pouvoir penser à la profondeur de banc, il va falloir qu'effectivement, ils trouvent ces joueurs-là. Donc, on parle d'un neuf, un neuf quand même imposant. Ils ont deux profils différents qui pourraient envisager, que ce soit un neuf un peu à la Drogba, qui est plus une tour de contrôle, qui serait capable de rediriger le jeu, jouer plus dos au but, ainsi de suite, ou un joueur, comme l'a dit Julien, qui jouerait plus en profondeur, qui est un joueur qui va être en profondeur, qui sera un renard des surfaces, du style de Raúl Ruiz-Diaz de Seattle, qui a été extraordinaire depuis qu'il est venu. En tout cas, donc, ces joueurs-là, le profil de ces joueurs-là va être important afin de déterminer la profondeur de banc. Parce qu'on ne veut pas avoir des doublons non plus. On ne veut pas avoir un joueur qui joue en renard des surfaces, puis sur le banc, un joueur qui joue en renard des surfaces. Ce serait bien d'avoir des profils différents qui est sur, par exemple, en tant que titulaire, un renard de surface, puis sur le banc, une tour de contrôle, pour que Rémi Garde puisse avoir des profils différents afin de combattre et afin de contrer les tactiques adverses. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais avec ces 5 joueurs-là dont on a parlé, donc Azira, Amarikwa et les 3 jeunes Mathieu Chouanière, Kinumbe et Baya, je pense que déjà, l'Impact a déjà trouvé une certaine profondeur de banc là. Tout dépendra des joueurs qui vont signer en tant que titulaires. Entièrement d'accord avec vous deux. Effectivement, Adi qui parle de l'importance de la diversité des profils. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Plus tu disposes de profils différents, plus tu as d'alternatives et donc plus de réponses tactiques pour t'ajuster pendant un match. Déjà qu'on dit que Rémi Garde est un pragmatique, s'il a cette diversité-là sous la main, ça ne pourra que l'aider. On va le souhaiter, mais je ne penserais pas que l'Impact trouve toutes les réponses, évidemment, cette saison, mais il faut qu'on sente qu'il y a un progrès de ce côté-là. Et je l'espère, là, pour 2019, on va surveiller le recrutement de très près, de voir quels profils vont venir se greffer avec le noyau de l'effectif de l'Impact. Et voir aussi ce que les jeunes comme Clément Baya et Daniel Kinumbe vont apporter, voir aussi un Thomas Maillard-Giguère. Mais là, on parle des jeunes, et on en a parlé au début de l'émission, il faut qu'on parle de l'équipe réserve. Parce que ce sujet est revenu sur le tapis régulièrement cette année. Ça semble sauter aux yeux de beaucoup de gens que l'absence d'une équipe réserve avec l'Impact de Montréal constitue un problème, en tout cas plus un problème qu'une solution. Et malgré le fait qu'il y a des équipes professionnelles, notamment en Europe, je pense entre autres au Portugal, qui semblent réussir à intégrer leurs jeunes sans passer par une équipe réserve, ici à Montréal, on semble considérer que c'est une solution qui va de soi, au contraire, qu'il nous faut une équipe réserve qui permettrait d'aider les jeunes à progresser. On pourrait prendre l'exemple des Red Bull de New York. Après les U19, ils ont 2 autres équipes après et l'équipe réserve ensuite. Ça veut dire qu'il y a comme 3 niveaux. Et ensuite, quand ces jeunes-là arrivent avec les Red Bull, on a l'impression qu'ils sont toujours prêts, qu'ils sont prêts à jouer tout de suite et à contribuer au succès de l'équipe. Quand un joueur s'en va, pas de problème, on le remplace. Et à ce moment-là, là, on fait peut-être un recrutement vers l'extérieur, mais il y a quand même des jeunes qui se greffent autour de ça. On n'a pas de problème à renouveler l'effectif. Ça semble être partie prenante d'une philosophie bien ancrée, d'un programme de formation qui est suivi au pied de la lettre. Le FC Dallas, eux, ils ont des équipes qui commencent déjà à l'âge de 10 ans, voire moins. Ce sont des exemples comme ça que j'évoque. J'aimerais vous entendre au sujet de l'équipe réserve. Est-ce que pour vous, c'est vraiment important et pourquoi ce serait vraiment important pour l'Impact que Joey Saputo reconsidère sa décision? Surtout que Rémi Garde, en conférence de presse, lors du bilan, a lui aussi dit qu'une équipe réserve serait importante. Je comprends qu'ils viennent d'un milieu comme Lyon où le centre de formation est quelque chose de vital, mais il a quand même parlé de cette importance-là parce qu'il peut pas tout faire tout seul pour aider les jeunes à s'intégrer à un niveau professionnel. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous entendre là-dessus. Adi, pour toi, pourquoi une équipe réserve à Montréal serait importante? En fait, une équipe réserve est importante pour donner des minutes de jeu à ces joueurs qui sont après l'académie. Parce qu'arriver à l'académie, j'aimerais souligner que l'académie de l'Impact de Montréal est reconnue à travers la MLS comme une des meilleures académies des franchises de la MLS. Donc déjà, l'académie fait déjà un travail
colossal et extrêmement important. Mais arrivé à ce moment-là, ces jeunes-là sont encore trop tendres pour la MLS. Tu as parlé, Mathieu, des clubs au Portugal qui n'ont pas besoin d'équipe réserve. Il faut comprendre qu'en Europe, c'est différent. En Europe, pourquoi? Parce qu'un club est capable d'avoir plusieurs clubs affiliés. Donc, il va venir, il va dire, bon, j'ai pas besoin d'équipe réserve parce que j'ai 6, 7, 8 clubs locaux qui sont pas loin de moi, dans ma région à moi, qui sont capables de faire cette job-là, qui sont capables de donner des minutes de jeu à ces joueurs-là. Donc, et c'est pas de gros déplacements, c'est des déplacements d'une heure, parfois de 30 minutes, parfois de 15 minutes. Je regarde, moi, étant supporter quelque part de l'Olympique de Marseille, je regarde juste à Marseille, on a plusieurs clubs qui sont capables de faire ce travail-là de réserve de l'Olympique de Marseille. Si je regarde à Montréal, il n'y a pas grand monde. Il y a des clubs de la PLSQ, mais même là, c'est pas un niveau encore assez élevé pour que ces jeunes-là arrivent à parfaire leur formation. Si jamais l'Impact de Montréal, si jamais par exemple un club de CAN PL qui serait à Montréal ou à Québec par exemple, ça pourrait faire en sorte que l'Impact de Montréal n'aurait pas besoin de réserve parce qu'il pourrait envoyer ces joueurs-là avec une certaine obligation pour l'entraîneur de cette équipe de CAN PL de faire jouer un minimum de matchs à ces joueurs-là. À ce moment-là, c'est une entente qui pourrait peut-être bénéficier, dont pourrait peut-être bénéficier l'Impact de Montréal. Mais sans ce genre de partenariat-là, Rémi Garde l'a très bien dit durant le bilan, on parle du Fury d'Ottawa avec le partenariat qu'il y avait avec le Fury d'Ottawa. Le Fury d'Ottawa n'est pas dans une petite ligue. L'USL, c'est pas une petite ligue. Oui, c'est la deuxième division, des États-Unis, sauf que ce n'est pas une petite ligue, c'est quand même, ils ont besoin de répondre à certaines exigences de leurs partisans et de leurs dirigeants. Donc, l'entraîneur d'Ottawa ne peut pas se permettre de dire « Ah, c'est pas grave si je perds 20 matchs durant l'année, je vais faire jouer les joueurs parce que je veux pas fâcher l'Impact de Montréal. » Donc, c'est pas trop possible pour ça. Donc, à ce moment-là, dans le contexte actuel, une réserve de l'Olympique de l'Impact de Montréal est extrêmement importante. C'est quelque chose de primordial parce que ces joueurs-là ont besoin d'avoir du jeu, de jouer, ont besoin de performer. Et pourquoi pas de les mettre dans la fameuse ligue qui va ouvrir l'année prochaine, qui est la USL 2 ou USL 3, je ne me rappelle plus, des 3. USL 3, qui serait encore une ligue qui va commencer l'année prochaine. Je pense que Toronto FC va faire en sorte d'avoir une équipe là-bas. Il y a plusieurs clubs qui ont une équipe là-bas, donc pas besoin d'aller en USL directement, mais ouvrir un club en USL 3 qui est capable à ce moment-là de donner du temps de jeu à ces jeunes-là qui sont en fin de formation à l'académie. Bon, on a entendu deux lapsus révélateurs tantôt Julien qui a dit que l'Impact avait fait les séries et maintenant il faut une équipe réserve avec l'Olympique de Marseille de la part d'Adi. Alors voilà, du lapsus révélateur. Les auditeurs auront compris les affiliations de nos invités. Néanmoins, Julien, qu'est-ce que toi tu as à dire au sujet de la possibilité, ce que la plupart souhaitent, du retour d'une équipe réserve à Montréal? Comment toi tu vois les choses sur ce point de vue-là? Ah, je suis assez d'accord avec Adi. Puis ceux qui me lisent depuis quelques années là, sauront que je suis un très grand supporter d'une équipe réserve avec l'Impact de Montréal. D'autant parce qu'on sait que, comme Adi en parlait, là, il y a certains joueurs de l'Impact, par exemple, qui obtiennent un peu de temps de jeu avec le Fury d'Ottawa en USL. Mais bon, le Fury veut gagner, veut être dans cette ligue-là. Mais d'autant ça aussi, je pense qu'on parlait tantôt là, de Kinumbe et de Bahia qui ont été justement prêtés un peu au Fury cette année. Mais si, par exemple, l'Impact veut éventuellement que Kinumbe soit un latéral gauche, alors que le Fury d'Ottawa, lui, pour gagner, préfère l'utiliser en tant qu'allié offensif, bien là, toute la logique de l'Impact de donner du temps de jeu à ces jeunes se perd un petit peu parce que, oui, on veut que ces joueurs-là jouent, mais on veut aussi les développer dans une logique qui est basée sur l'Impact de Montréal, donc pour servir le club ultimement. En les prêtant à une équipe qui a des objectifs différents de ceux de l'Impact, bien, toute cette logique-là se perd un petit peu. Sinon, moi, je pense que le meilleur argument pour une équipe réserve, tu t'en as parlé, Mathieu, c'est définitivement les Red Bulls de New York. D'ailleurs, au moment où on sait que la décision de fermer le FC Montréal en était une surtout monétaire, ben, c'est drôle parce que les Red Bulls,
bon, c'est les Red Bulls de New York, mais on sait qu'ils sont situés dans le New Jersey. On sait qu'ils ont de la difficulté à remplir le stade. Même en série, souvent, c'est pas plein. Et pourtant, là, cette saison, ils viennent d'établir un record de points et ils ont, comme tu nous en parlais, Mathieu, là, près de 3 équipes réserves, presque, ou en tout cas, après les U19. Donc, je pense que monétairement, c'est peut-être les premières années qui sont difficiles, mais ultimement, c'est certain qu'avoir une équipe réserve puis permettre de compléter le développement des jeunes est vraiment ce qui est le plus important. En 2018, le défenseur qui a gagné le défenseur de l'année en MLS, c'est Aaron Long, qui fait un salaire de 50 000 puis qui provient des Red Bulls. Donc, je pense que de développer des joueurs comme ça, ultimement, au niveau économique, financier, c'est ce qui fait le plus de sens. Il y a Tyler Adams là, qui provient du système des Red Bulls, qui va être vendu prochainement en Europe avec un profit. Donc, je pense que dans cette optique-là, oui, on perd de l'argent un peu au début, mais ultimement, on va finir par faire de l'argent. On parle beaucoup là, dans l'Académie de l'Impact, je crois qu'il évolue avec les U19, c'est le jeune Kalin Kalogiglu, ou probablement que je prononce mal son nom, mais lui, c'est une petite pépite avec l'Impact. Là. C'est sûr qu'éventuellement, il va percer le 11 ou en tout cas le 18 de l'Impact. Mais on va faire quoi avec lui quand il finit son stage de U18? On va le prêter à Ottawa ou Ottawa va l'utiliser peut-être, peut-être pas. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette équipe réserve-là pour non seulement permettre à ces joueurs-là de jouer, mais aussi leur permettre de jouer d'une manière qui est logique avec l'Impact, puis qui leur permet de compléter le développement, parce que c'est bien beau tout le développement du U8 jusqu'à U17, U19, mais c'est de finaliser vraiment ce développement-là qui permet de passer à un prochain niveau ou pas. Donc, j'espère vraiment que l'Impact va se repencher là-dessus, puis il va peut-être profiter, comme Adi nous le disait, là, de la USL D3 qui va ouvrir pour peut-être être capable de ramener une équipe qui impliquerait moins de coûts, moins de déplacements à travers l'Amérique si c'était possible d'avoir une division peut-être simplement à l'Est où l'équipe a moins à se déplacer. Peut-être que Joey Saputo, à ce moment-là, aurait moins de dépenses à faire. Mais de toute façon, je me répète, je pense qu'ultimement, en termes économiques, c'est juste positif d'avoir une équipe réserve. C'est effectivement probablement plus un investissement qu'une dépense. Faudrait peut-être le rappeler à Joey Saputo. Et juste pour probablement en rajouter un peu d'eau au moulin de ce que tous les deux vous avez dit, qui vraiment sont de très bons arguments en faveur d'une équipe réserve, c'est qu'à un moment donné, il faut un point de jonction pour que justement tes jeunes puissent entrer dans l'équipe, d'autant plus qu'ils évoluent pas tous de la même façon. Certains, ça leur prend plus de temps pour devenir professionnels ou réussir leur entrée au plus haut niveau. D'autres, effectivement, sont des pépites et l'intégration se fait beaucoup plus rapidement. C'est là-dessus que l'équipe réserve devient effectivement, entre autres, très importante. Quand ce n'est pas pour aussi permettre à des joueurs blessés de ton effectif première de pouvoir gagner des minutes, retrouver leur niveau de jeu lorsqu'ils réintègrent ensuite l'effectif régulier de l'équipe A. Ça aussi, ça a son importance. Et on pourrait même rajouter peut-être un autre point qui vient compléter un peu ce que tu as dit, Julien, c'est par rapport justement à la revente. Parce que, oui, on parle de revenus au guichet, on a parlé tantôt que Joey avait dit « je fais des pertes de 10 à 12 millions », mais il doit considérer, lui qui avait dit qu'il sacrifierait peut-être l'Académie, ne serait-ce que pour couper dans les dépenses, ce que je trouverais regrettable parce que c'est au contraire, c'est une des choses qui fonctionne le mieux avec l'Impact en ce moment. Ben, ce serait justement de trouver une façon à ce que toute cette manne qu'il a entre les mains, ben, qu'il puisse en profiter pour justement, lorsque l'opportunité va se présenter, de pouvoir faire des ventes de joueurs dans certains cas et qui serait à ce moment-là un profit. Parce que on le voit en Europe, la majorité des profits se fait souvent par la vente de joueurs. C'est très rare que les profits viennent de la vente au guichet. C'est soit les droits télé ou la vente de joueurs. Les droits télé en MLS n'étant pas comparables avec ce qui se fait ailleurs, ben, il faut considérer à penser sur ce plan-là. Parce que même si tu hausses le prix des billets, même si tu remplis ton stade, tu vas quand même perdre un peu d'argent. Bon, Joey a dit qu'il était prêt à en accepter, à en perdre un petit peu. Mais il va arriver un moment où il faut que tu puisses tirer profit de la vente de certains joueurs. Je pense le plus bel exemple, c'est les Whitecaps. Ils vont encaisser l'argent de la vente d'Alphonso Davies au Bayern de Munich et on va se demander, j'ai hâte de suivre ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là dans le recrutement et par rapport aussi à leur centre de formation et à leurs équipes de l'académie. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là parce que là, il y a quelque chose à faire avec le réinvestissement. Il faut penser à ça parce que les règles de la MLS font que tu dois évidemment t'ajuster, tu dois savoir
gérer ton argent d'allocation et tout ça, mais tu dois aussi pouvoir savoir tirer profit de ce que tu as entre les mains et qui n'est pas forcément juste de la MLS. Et ça passe justement par ton académie, par le talent que tu as sous la main, par la formation et comment tu les intègres après ça au niveau professionnel. Et là-dessus, c'est pour ça que j'aimerais voir notamment une équipe réserve. On garde le contrôle de ces joueurs-là, on contribue à leur développement et on sait un peu plus ce qu'on veut lorsque, si le besoin se présente, il y a une possibilité d'en intégrer un là, dans l'équipe, voire plusieurs. Et on pourrait rajouter le fait qu'il y en a beaucoup qui sont des joueurs locaux. Ils vont s'identifier avec l'Impact, ils vont vouloir faire leurs preuves vu qu'ils ont grandi au sein de l'organisation. Ce qui m'amène d'ailleurs peut-être au dernier argument que je voulais évoquer. C'est quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, mais en fait je l'ignore. C'est qu'en ce moment, il y a des formations en MLS qui voudraient faire tomber la règle du quota régional, ou si on veut, là, cette règle qui fait que chaque équipe a le dernier mot ou a le contrôle du recrutement pour ses académies, ses centres de formation, par rapport à ce qu'on appelle les régions, la localité. Et donc, ça veut dire qu'au Québec, l'Impact a l'avantage de pouvoir aller chercher ce qu'il veut, de faire la tournée partout, et ils peuvent le faire sans que personne d'autre puisse venir lui dénicher ces talents-là. Mais advenant le cas que cette règle-là tombe, étant donné qu'il y a des questions de globalisation, et il y a des équipes qui voudraient que cette règle-là tombe, ben là, à un moment donné, il y a des recruteurs étrangers qui vont venir au Québec et qui vont dire « Ouais, avec l'Impact, tu n'as pas d'équipe réserve, tu peux pas continuer ta progression, viens chez nous au centre de notre formation, tu vas avoir plus d'opportunités. » Et là, on pourrait perdre des jeunes joueurs à long terme, évidemment, au sein des centres de formation de d'autres équipes. Déjà que, probablement, sans équipe réserve, on en perd peut-être certains, et ils s'en vont peut-être grandir dans d'autres organisations. Et s'ils se mettent à gagner ou à faire gagner d'autres équipes, c'est comme si l'Impact avait payé dans la formation de ces jeunes joueurs-là, mais ils font gagner d'autres équipes ailleurs, ce qui serait un peu se tirer dans le pied. Alors, je voulais évoquer ce dernier argument-là là, pour clôturer ce chapitre du recrutement. Maintenant, il faut qu'on parle du marketing. On en a encore parlé cette année. Le stade n'est pas rempli. Joey Saputo a parlé encore une fois du buzz, si on peut dire, du fait que les gens viennent pas voir les matchs. Il semblait s'apitoyer un peu sur son sort. Pourtant, il y a un manque aussi sur le plan marketing. Depuis que Joey a congédié la personne en charge de ce département-là, on dirait qu'il n'y a rien qui se fait. Moi, je me souviens dans une émission du Couscous Piri-Piri, on a évoqué l'exemple de Larry Smith avec les Alouettes, comment il avait fait un marketing agressif pour attirer les gens, pour voir les Alouettes en Ligue canadienne lorsque l'équipe est revenue au sein de la Ligue. Qu'est-ce que l'Impact peut faire de plus sur le plan du marketing ou sur le plan, on va dire, soccer, pour créer là, un intérêt qui serait durable et pas juste sur la qualité du jeu sur le terrain là, et les résultats. L'Impact n'a pas si mal fait, là, malgré ce qu'on a dit sur l'ADN de la contre-attaque. L'Impact n'a pas si mal fait dans le jeu pour que le public puisse se dire ouais, on est insatisfait. Là. Contrairement au FC Toronto, on a mis 8 ans dans le fond de la cave avant de enfin pouvoir grandir. L'Impact a quand même fait les séries 3 fois. On a été en finale de la CONCACAF. Mais on dirait qu'il n'y a rien de ça qui est resté, même au plan du marketing, au plan de l'attraction des foules. Donc, ça prouve que la victoire n'est pas tout. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça prendrait là, au plan marketing pour attirer les gens dans le stade? Est-ce qu'on peut mieux vendre les joueurs? De les vendre au sein de la communauté montréalaise? Est-ce qu'on peut créer une atmosphère là, qui ferait qu'il y a un pouvoir d'attraction qui ferait que la communauté de soccer de Montréal pourrait grandir? Et à ce moment-là, on aurait le stade plein, une ambiance à tout casser à tous les matchs. Quand on regarde ce qui se fait à Portland ou à Seattle, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas autant de clubs professionnels dans d'autres sports, mais quand même, il s'est créé une identité. Les équipes marketing de ces équipes-là ne s'assoient pas sur leur laurier. Ils essaient de créer un lien. On parle de lien avec les Ultras, alors qu'ici, des fois, à Montréal, le lien avec les Ultras est parfois pas toujours optimal, si on peut dire. On a souvent des histoires un peu conflictuelles. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette ambiance-là à Montréal? Comment on peut faire pour attirer plus de gens et pérenniser cette attraction-là à Montréal? Julien, quelles sont tes idées là-dessus? C'est une question qui est vraiment difficile. Puis, tu sais, je suis à même de me rendre compte, moi, en écrivant sur Dans les coulisses, là, qui est un site qui est, vous le savez, là, à 90% de contenu hockey. C'est sûr que le public québécois est vraiment, 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 vraiment accroché sur le Canadien. Puis, ça va toujours être premier. Donc, il y a vraiment une espèce d'apprentissage qui a à se faire où il faut laisser le temps au temps. C'est plate, c'est tough, mais c'est vrai que tranquillement, les mœurs changent, tranquillement, les gens s'ouvrent un peu. J'ai l'impression, à mon avis, en tout cas, que le public qui est là au Stade Saputo est encore relativement jeune. Donc, je pense qu'avec le temps, ce public-là qui est prêt à aimer autre chose que le Canadien de Montréal s'agrandit puis prend plus de place. Après, ça, c'est pas ça qui va renflouer les coffres de Joey Saputo demain matin. Donc, c'est sûr qu'au-delà,
les axes principaux seraient évidemment de signer un joueur comme Didier Drogba qui va évidemment amener plus de gens au stade ou d'avoir une équipe qui est gagnante. Mais si on veut s'éloigner de ça, je pense que les premiers éléments à mettre de l'avant, c'est un joueur comme Nacho Piatti, qui est un des meilleurs en MLS, qui est charismatique, qui s'exprime en français. Je pense que ce gars-là, c'est impensable pour moi que ce gars-là, que sa face ne soit pas partout dans le centre-ville de Montréal, qu'il soit pas à Tout le monde en parle, qu'il soit pas dans des émissions comme ça à grande écoute, qu'il soit pas en mesure d'aller rejoindre des gens qui sont en dehors du public habituel de l'Impact. Je pense que n'importe qui entend 5 minutes d'entrevue avec Nacho Piatti, avec sa belle gueule puis son petit accent latino, n'importe qui a envie de venir voir ce gars-là déjouer des défenseurs. Donc je pense qu'il faudrait être mieux en mesure de réaliser les forces de l'Impact. Nacho Piatti en fait partie, de les mettre de l'avant, de mieux les vendre. Je pense qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait là, puis qui serait d'autant mieux fait avec, par exemple, un VP marketing professionnel qui sait exactement comment aller rejoindre ça. Je pense qu'il y a absolument un marché à Montréal pour que le Stade Saputo soit rempli tout le temps. Tu parlais du lien avec les Ultras. Je pense qu'on a senti que ça s'améliorait un petit peu cette saison. Les 16-42 ont une relation un peu plus stable avec le club. Je pense qu'il faut pousser ça, il faut mousser ça. On a vu qu'au dernier match à domicile, l'Impact avait donné la permission aux Ultras d'utiliser des fumées. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Les fumigènes. Exactement. Oui. Je pense qu'il faut mettre de l'avant cette espèce de notion de show qu'a l'Impact. Je pense que tout le monde qui, pour la première fois, fait l'effort d'aller au Stade Saputo tombe un peu amoureux de cette espèce d'ambiance-là, des chants. Il faut mettre ça de l'avant. Il faut essayer de mieux le vendre. Puis après, comme tu en parlais, c'est sûr que ça passe par un VP marketing, quelqu'un qui c'est sa job principale, puis c'est son principal objectif de remplir le stade. Je pense que Joey Saputo, ultimement, n'aura pas le choix. Mais sinon, c'est difficile. Je pense qu'il faut se donner le temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit rempli demain matin parce que Montréal est un marché un peu compliqué. Puis ça va prendre du temps avant que les gens soient un peu plus ouverts là, qu'est-ce qu'il y a actuellement. Toi, Adi, sur le plan marketing, comment toi tu vois les choses? Ben, en fait, c'est très drôle parce qu'il y a un article qui est sorti dessus il y a peut-être 3 jours, écrit par monsieur Alexis Bélanger-Champagne pour la presse canadienne, qui parlait un peu des succès de Portland et de Sporting Kansas City sur leur plan marketing. Il a fait plusieurs, en tout cas, je vous invite à aller le lire parce qu'il est très intéressant. Ça parle de la stratégie marketing des deux. Il parle principalement de la publicité au centre-ville qui est inexistante pour l'Impact de Montréal. On l'a mentionné à Richard Legendre à un moment donné, puis il a dit non, je pense pas que c'est important. Puis je vois pas comment quelqu'un qui est en charge du marketing peut se permettre de dire que c'est pas important une publicité en plein centre-ville. Je suis désolé, au centre-ville, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que quand il y a des immigrants qui viennent à Montréal, quand il y a des touristes qui viennent à Montréal, ou quand on va sortir, on va où? On va au centre-ville. Donc, en allant au centre-ville, la visibilité de publicité comme ce que l'Impact de Montréal pourrait faire, pourrait augmenter la visibilité de ce club-là et l'attractivité de ce club-là. Donc ça, c'est une des premières choses qui devrait être faites. Ils sont même allés plus loin, Portland, en faisant en sorte, Sporting Kansas City, qui eux aussi ont un stade loin du centre-ville, ils ont fait en sorte d'acheter un bar là-bas pour faire des activités là-bas en plein centre-ville, pour inciter et montrer de la visibilité à leur club. Et ça a très bien marché. On voit Sporting Kansas City qui a quand même beaucoup de gens qui vont voir leur match. Ils ont beaucoup de supporters. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est effectivement, comme l'a dit Julien, et même l'article dont je mentionne aussi en a parlé, c'est le fait d'avoir une bonne relation avec les supporters, les clubs de supporters. Je sais qu'entre l'Impact et le 1642, ça se passe bien, mais entre l'Impact et les Ultras, on le sait très bien, c'est pas la peine de le cacher. Les relations sont quand même assez tendues. Une relation meilleure avec les supporters en leur permettant de s'organiser, de faire des événements un peu plus importants, de les inclure
dans certaines décisions minimes par rapport au supporterisme, par rapport au tifo, par rapport à créer une ambiance encore plus unie, serait quand même quelque chose de très important pour le marketing. Comme l'a dit Julien, le monde qui va au Stade Saputo dès la première fois, ils aiment ça, ils trouvent ce petit je ne sais quoi qui les pousse à revenir une deuxième fois. Sauf que je pense qu'on est capable encore plus de s'améliorer en offrant quelque chose d'un peu plus grandiose avec un certain travail entre les clubs de supporters et entre le club lui-même. Je parle peut-être qu'il pourrait faire en sorte de mettre en contact le 1642 et les Ultras pour faire un tifo ensemble, faire en sorte que peut-être que la tribune VIP puisse de temps en temps faire un tifo, par exemple, qui soit préparé par les deux clubs de supporters. En tout cas, il y a plein de choses qui sont capables d'être faites et que je pense que le club n'a pas vraiment cultivé ces idées-là. Et je pense que c'est très grave de penser qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'un petit boost marketing. Dans le fond, si je te comprends bien, elle dit qu'il faudrait un partenariat avec le Burgundy Lions pour attirer les ultras, faire une activité là-bas tous les jours. En tout cas, je nommais un bar comme ça, mais c'est un exemple que j'ai ça peut être intéressant, ou bien, mais ce que j'en parlais avec Sporting Kansas City, c'est qu'ils ont acheté leur propre bar. Donc, non seulement c'est un partenariat, c'est à eux. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Peut-être pas faire pareil, là, mais c'est une façon. Non, c'est pas bête, considérant que Saputo a dit qu'il possédait des immeubles au centre-ville qu'il voulait mieux exploiter. Il peut acheter un bar, après tout. Je pense qu'il en serait capable. Bon, ça pourrait être un bar à fromage, mais bon, toujours est-il qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Et je n'ai même pas parlé là, des billets de saison. Là, je parlais dans un sens global. Mais là, on va parler un peu de positif maintenant. Je veux vous entendre brièvement. Quelle a été votre surprise de la saison 2018 de l'Impact de Montréal? Adi, toi en premier. Ma surprise de l'Impact de Montréal en tant que... je ne vais pas parler d'un joueur en particulier. Je ne sais pas si ta question revenait sur un joueur ou bien en général. Non, c'est en général. En général. J'ai été surpris de voir la capacité de Rémi Garde et de son effectif au complet de remonter la pente après un début de saison calamiteux. Je m'attendais à avoir une saison de nouveau où on finit en bas de peloton après avoir vu les 10-13 premiers matchs où l'Impact avait vraiment très mal fait. Je m'attendais à ce que, encore une saison en fin de peloton, encore une saison, on va finir dans les bons derniers de la MLS. J'ai été vraiment surpris par le fait que l'Impact a su remonter cette pente-là. Et tout le crédit revient à Rémi Garde et à son effectif. Et même si on ne va pas le dire, aux dirigeants qui ont su amener les pièces adéquates au mercato d'été afin de compléter cet effectif-là et afin de lutter pour une place en série qui semblait inimaginable en début de saison après le début de saison calamiteux. Donc ça, c'est pour moi la grosse surprise. Et pour toi, Julien, ta plus grande surprise cette saison pour l'Impact? Ben écoute, moi je vais y aller avec un joueur, puis je vous jure que je suis pas commandité par Sofiane Benzaza, mais je vais y aller avec Safir Taider parce que je trouve qu'il y a eu un début de saison un peu difficile, Safir, mais vraiment au fur et à mesure que la saison avançait, il a réussi à trouver son rôle. Il s'est surtout impliqué dans l'équipe en comparaison avec Jim Miley, qui est définitivement plus talentueux offensivement, mais qui était vraiment qui était de mauvaise influence même sur ses coéquipiers. Je trouve que Taider a pris son rôle au sérieux. Il a vraiment voulu devenir un leader dans cette équipe-là. Il veut devenir surtout un des bons joueurs dans la ligue. Il s'est amélioré de match en match durant la saison. Je pense que c'est juste le début. Je pense que Taider, surtout, embrasse le projet de Montréal, pas juste pour cette année 2018, pour l'an prochain, puis probablement pour d'autres à venir. Je pense que d'avoir un joueur comme ça qui vient d'Europe, qui s'installe ici, qui apprécie le projet sportif, la ville, les supporters qui vraiment fait une différence, non seulement donc dans le projet, mais également sur le terrain. Je pense que c'est hyper positif, surtout pour la suite de Nacho Piatti qui va partir un jour. Donc, Safir Taider, sa venue, son implication, pour moi, c'est une surprise agréable en 2018. On va faire enquête pour savoir combien ça a coûté à Sofiane en couscous pour faire dire à Julien Tardif que sa surprise de la saison était Safir Taider. Non, je rigole, mais Sofiane qui va nous écouter en ce moment, là, il va être en train de faire les comptes. Mais bon,
Moi, de mon côté, j'aurais eu l'embarras du choix concernant les surprises au sein de l'Impact, autant que pour les déceptions, mais je voulais qu'on soit positif, là, néanmoins. Moi, une surprise, ça rejoint un peu ce qu'Adi disait, cette capacité à rebondir à la mi-saison, mais il y a un détail que j'ai remarqué, c'est que Rémi Garde a été capable d'avoir corrigé un aspect sur lequel l'Impact faisait cruellement défaut au cours des saisons précédentes, c'était les jeux sur phase arrêtée. C'est vrai? Dans les saisons précédentes, les jeux sur phase arrêtée, au plan, mais j'insiste, c'est sur le plan défensif surtout, on concédait beaucoup de buts dans cette phase de jeu, dans ces phases de jeu-là. Il faut savoir aussi que les phases arrêtées, contrairement à l'animation, à la tactique, toutes les équipes partent à zéro à égalité. C'est toutes des choses que chaque équipe peut travailler, même en dehors de l'entraînement. Néanmoins, les entraîneurs peuvent aussi demander aux joueurs de travailler ces aspects-là du jeu de manière précise. Ça fait partie des consignes, tout ça. Et Rémi Garde, s'il y a une chose qu'il a réussi à corriger à partir du mois de juin et qui a aidé l'équipe à gagner, c'est que défensivement, l'Impact n'a presque rien concédé à ses adversaires lors de ces phases de jeu-là, que ce soit les corners ou les coups de pied arrêtés, directs, indirects. À partir du début du mois de juin, l'Impact n'a donné que 2 buts dans ces phases de jeu-là. Seulement 2, c'est très, 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 très peu. Ça fait partie dans le top 10 de la MLS. Donc, ça a été une correction, surtout que lors des moments des insuccès de l'Impact, on concédait beaucoup de buts dans ces phases de jeu-là. Donc, on a corrigé le tir. J'espère par contre qu'on va le faire maintenant du côté offensif. C'est quelque chose qui reste encore à travailler sur ce plan-là, mais c'est encourageant d'avoir vu une amélioration au plan défensif concernant les phases arrêtées. Et il y a peut-être un autre aspect qui se greffe à cette amélioration-là. C'est au niveau des duels. L'Impact a commencé en fin cette saison à montrer plus de mordant dans les duels sur le terrain face aux joueurs adverses. L'an passé, entre autres, on perdait pratiquement tous les duels. C'était incroyable. Cette année, très souvent, on voyait dans les statistiques que l'Impact gagnait ses duels sur les adversaires en majorité, souvent par plus de 60%. C'est donc une grosse amélioration. Ça veut dire que les joueurs étaient beaucoup plus investis sur le terrain par rapport à leurs adversaires. Et quand on parle de duel, là, c'est au sol, dans les airs et tout. C'est donc une grosse amélioration. Personne n'a cité Evan Bush, mais bon, le facteur Joel Batz, on sait que ça a joué. Mais c'est bien de citer d'autres aspects qu'on a vus cette saison là, positivement pour l'Impact. Maintenant, j'ai une dernière question pour conclure l'émission. Je vais vous mettre là un peu dans la position du directeur technique, à la place d'Adam Brass qui n'est plus là. J'aimerais vous entendre, là, vous êtes directeur technique, la première décision que vous prenez pour améliorer l'Impact, là, que vous considérez comme vital, essentiel, la première décision que vous prenez, je dis bien la première, il y en a d'autres qu'on prend par après, mais la première là, que vous prenez ou sur laquelle vous travaillez présentement. Julien, toi, ta première décision, ce serait quoi si tu es le directeur sportif de l'Impact? Écoute, c'est une excellente question, mais c'est sûr que ma première décision concerne l'attaque, c'est-à-dire que je dis à Mancosu de faire ses valises et de quitter. J'essaie de trouver un transfert pour Jackson où il va être heureux, où il va être en mesure de jouer, par exemple, en Ligue 2. Et surtout, j'essaie de mettre la main sur un neuf avec un profil vraiment bon pour l'Impact, idéalement assez jeune, 26-27 ans, qui a un peu d'expérience déjà dans des bons championnats, mais qui a encore ses meilleures années devant lui. C'est vraiment, selon moi, là, je pense que l'Impact pourrait survivre une année de plus sans 10, mais ne peut pas survivre encore sans un vrai numéro 9 capable de mettre des buts. Donc, c'est vraiment l'attaque, là, ma première priorité. Adi, tu es directeur sportif de l'Impact. La première décision que tu prends, c'est laquelle? Je pense que ça va être une évidence pour vous. Je le mentionne depuis le début de l'émission. Je re-signe Azira et Amarikwa. Première chose, genre direct, là. Je les appelle dans mon bureau, je leur fais un contrat, signe. J'aimerais juste, par contre, préciser qu'Amarikwa, je le paierai moins cher que ce qu'il est payé maintenant. C'est sûr, laisser partir Mancosu et Anthony Jackson-Hamel, comme Julien l'a dit. Puis je m'attelle à envoyer les recruteurs de Bologne à droite et à gauche pour me trouver un neuf. Donc là, je suis amplement d'accord avec Julien. Je pense que c'est 3 décisions, mais c'est comme presque une à faire, genre à mon premier jour, à ma première seconde à ce poste-là. Dans le fond, vous avez réussi tous les deux à faire du 3 pour 1. C'est quand même très bien. Considérant que l'Impact dit toujours on n'a pas les moyens, il faut trouver le moyen de tripler la mise et pour ça, il faut faire du 3 pour 1. C'est probablement ça. Mais c'est bon à savoir. Moi, de mon côté, rapidement, la décision que je prends, c'est évident que je mets la cellule de recrutement dans le coup pour me trouver les joueurs pour compléter ma formation. Et ça part d'un attaquant, voire même plus qu'un attaquant, dans le cas qu'on n'arrive pas à signer Amarikwa et que Jackson Hamel, évidemment, nous quitte. Ça va nous en prendre plus
plus qu'un. Il faut une option au cas où que celui qu'on recrute se blesse, hein, on sait jamais. Ça nous en prend donc plus qu'un. Puis j'en commence à chercher aussi, si c'est pas déjà fait, pour un milieu de terrain offensif, parce que si vraiment on veut améliorer la possession, ça va nous prendre ce joueur-là, vaille que vaille. Maintenant que on accepte le fait que Saputo fasse appel à la cellule de recrutement de Bologne, eh bien là, je la mets dans le coup et je spécifie les profils qu'on a besoin, que Rémi Garde demande, puis qu'on évalue et qu'ensuite, surtout qu'on les fasse signer rapidement avant le début de la saison et non pas pendant la saison. On se souviendra dans quelles circonstances Rod Fanny, Alejandro Silva, beaucoup de joueurs sont arrivés pendant la saison, ça leur a pris du temps à s'intégrer. Il faut pouvoir trouver une façon là, de les obtenir avant le camp d'entraînement. Et moi, ce serait le 3 pour 1 que je ferais avant le début de la saison, parce que de toute façon, bon, Mancuso, son contrat est fini, alors lui, c'est même pas une décision, il est déjà parti, en fait. Fait que voilà. Oui, c'est méchant, mais bon, voilà. L'Impact s'est trompé, mais bon, c'est pas la première fois. Mais on va espérer qu'à long terme, là on a parlé de décisions à court terme, moi je souhaite de tout cœur que l'Impact prenne des décisions aussi un peu plus sur le long terme, de façon à solidifier des piliers, des fondations, pour que lorsque va arriver le moment où Rémi Garde ne sera plus là, parce qu'éventuellement il va vouloir probablement accomplir d'autres défis, il faut qu'on trouve là, des moyens là, pour clarifier un plan sportif, clarifier la culture du club et comprendre comment la MLS fonctionne pour qu'on puisse trouver au sein de notre propre culture sportive les moyens, les outils pour justement avoir du succès, de le pérenniser et ensuite, à ce moment-là, avoir toutes nos chances, année après année, à gagner la Coupe MLS. Ça, pour moi, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Ça ne peut pas être du court terme et attendre là, qu'il y ait une ouverture, une opportunité qui se présente dans une saison juste parce qu'on fait les séries. Et comme dit Marc Bergevin avec le Canadien, une fois dans les séries, ben, tout peut arriver. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se donner des assises. Il faut pouvoir se donner des outils dans le coffre pour être capable d'avoir des réponses, des alternatives et surtout des fondations solides sur lesquelles on peut construire. Et advenant le cas qu'un joueur s'en aille ou qu'un entraîneur s'en aille, ben, qu'on ait quelqu'un qui arrive et que au niveau de la fluidité, au niveau de ce qui se passe sur le terrain, dans les bureaux, ben, au moins que ça continue de bien rouler, comme on le voit justement avec les Red Bull, comme on le voit avec le Sporting, qui a une stabilité incroyable, comme on le voit avec Seattle, Portland. Seattle, ils perdent un attaquant au Bafemi Martins, ils font confiance à un jeune Jordan Morris. Jordan Morris se blesse, on va chercher Rudy Diaz au Pérou. Vous voyez comment c'est planifié, ils sont capables de clarifier leurs besoins. Quand ils avaient besoin d'un meneur de jeu, paf, ils signent le Dero, etc., etc. Ils laissent pas aucun trou. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils identifient les profils pour savoir lequel combler. J'aimerais ça voir ça un peu plus souvent avec l'Impact. En tout cas, je nous le souhaite. Merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à ce super bilan pour la 50e émission de MLS Africa Plus. Ce super bilan, donc, d'Impact de Montréal. Ça a été une grande première de pouvoir discuter avec vous deux dans le cadre de cette émission. Mais je vous remercie. Vos interventions ont été plus que pertinentes. Et j'espère vous revoir prochainement à l'émission dans d'autres circonstances. On va souhaiter, en tout cas, pour 2019, quelque chose pour l'Impact là, qui soit beaucoup plus positif et qu'on soit dans le top 6 de la conférence Est. Merci beaucoup de nous avoir invités, Mathieu. C'est très apprécié. Puis tu me réinvites quand tu veux. Ça me fait plaisir de venir discuter avec toi et avec Julien. Bon, ben, dès que Rudy Garcia est disponible pour remplacer Rémi Garde, on s'en fait pas. Merci aussi à toi, Julien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Adi. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Puis un peu comme Adi le disait, là, c'est la première fois que tu nous reçois, mais n'importe quand. Je pense qu'on fait un beau trio, fait qu'on pourrait refaire ça au courant de la saison 2019. Puis je me permets une petite prédiction. L'Impact va faire les séries en 2019. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même prédiction. OK, bon, ben, écoutez, c'est enregistré, c'est calé. On fera rejouer la bande à la fin de saison prochaine, ou bien le couscous piri-piri la refera jouer lorsqu'ils voudront mettre le hashtag nos playoffs. Je sais pas trop, mais c'est enregistré et on va peut-être s'en reparler l'année prochaine. Et on va essayer d'avoir d'autres invités pour parler avec vous. J'aimerais ça agrandir le cercle encore plus pour que le débat s'enrichisse davantage. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à l'émission. Et c'est ainsi que se conclut cette 50e du MLS Africa Plus. Ici Mathieu Lemay qui vous dit donc au revoir et à la prochaine. At My Taxi Business, we know the meetings don't stop when the festive season starts. With 4-minute wait times, 10,000 drivers, and automated reporting, My Taxi wants to make your work life easier, no matter what the season. For hassle-free setup at no cost, visit business.mytaxi.ie.